par une chaude soirée d'été, vous apercevez de nombreux insectes volants, appelés plus communément fourmis volantes et dessinant de véritables balais aériens autour des sources de lumière. Malgré leur petite taille, elles seront les précurseurs d'une nouvelle métropole, pouvant abriter jusqu'à plusieurs millions d'habitants. Cependant, la reine étant dans les airs, comment finit-elle dans une chambre nuptiale ? Le chemin de la fondation d'une colonie est long et semé d'embûches. Les reines possèdent des ailes obtenues grâce au dimorphisme sexuel et à la différence d'apport de nourriture lors de son développement larvaire. Encore vierges, les reines appelées à l'origine restent plusieurs semaines dans leur fourmilière où elles sont gavées par les ouvrières. Elles vont constituer ainsi d'importantes réserves de graisse. S'ensuit l'envol, un soir chaud et humide d'été pour la majorité des espèces françaises. Les gynnes et les mâles s'envolent et s'accouplent dans les airs. Après cet instant entre ciel et terre, les mâles succombent, leur tâche de reproducteur étant effectuée, tandis que les reines partent à la recherche d'un endroit favorable à la ponte de leurs œufs et à la construction de leur empire. Mais c'est loin d'être aussi idyllique. De nombreux prédateurs, comme les oiseaux, araignées ou autres, attendent avec impatience les essaimages et se régalent des jeunes gynnes sans défense. Certaines gynnes tombent en plein accouplement et certaines ne parviennent tout simplement pas à s'envoler. Pour les chanceuses, elles vont s'enfermer dans ce qui sera la première scène de la colonie. Toutefois, c'est un système parmi tant d'autres. Chez certaines espèces, après l'accouplement, les reines peuvent se rencontrer par hasard et décider de fonder une colonie ensemble. Elles maximisent ainsi les chances que la colonie se développe. C'est ce qu'on nomme alors polygyne. Chez certaines espèces primitives, les ouvrières sont pratiquement toutes aptes à pondre et c'est lors de la mort d'une ouvrière dominante, qui est alors la gamergate, que de nouvelles joutes ont lieu et que les ouvrières luttent entre elles à coups d'antennes de pattes pour affirmer leur dominance, et ainsi avoir le droit de pondre. Dans ces colonies, les ouvrières ne sont donc pas toutes infertiles et peuvent bien pondre. Il y a aussi des espèces étant oligogynnes qui lors de la création de la colonie se rassemblent afin d'augmenter leurs chances de fonder. Mais lors de l'apparition des premières ouvrières, s'ensuit une rivalité meurtrière et une seule reine survit au combat. On peut aussi observer chez d'autres espèces telles que Formica sp que certaines reines une fois fécondées reviennent alors dans leur colonie. Et ainsi, elles vont augmenter le nombre de reines et donc le développement de la colonie. D'autres encore partent directement après avoir emmené avec elles quelques ouvrières pour l'aider lors de la fondation de la fourmilière. On appelle ça une fondation dépendante. Mais comment peut-on passer d'une fondation monogyne ou polygyne à une colonie pouvant atteindre chez certaines espèces plusieurs millions d'individus ? C'est en vérité assez simple. La gyne venant d'être fécondée doit donc pondre pour permettre le développement de la future colonie. En effet, après la consommation partielle de ses ailes, elle emmagasine assez d'énergie et de graisse pour tenir jusqu'à 1 an sans se nourrir. Les premiers œufs sont souvent non fécondés et serviront comme nourriture à la reine, ce qui augmentera le rendement de ses futures pontes. Mais comment la reine peut-elle choisir de pondre un œuf fécondé ou non ? La gyne possède une spermathèque, où elle entrepose plusieurs millions de spermatozoïdes des ou du mâle qui l'ont fécondée. Ce grand nombre de spermatozoïdes suffira à peine à subvenir à la longévité de la reine. Elle peut ainsi libérer un spermatozoïde pour qu'il aille féconder un ovule et ainsi donner une femelle. Si l'œuf n'est pas fécondé, ce sera alors un mâle qui en ressortira. Mais vous savez, les espèces de fourmis ne pondent pas toutes à la même période après être fécondées. Certaines espèces préféreront faire une période de diapause, qui est à peu près l'équivalent de l'hibernation chez nous, chez les mammifères, avant de pondre. Le nombre d'œufs entre chaque fondation et espèce est lui aussi très variable. Par exemple, une reine de Camponotus sp pondra qu'une dizaine d'œufs, tandis qu'une reine de Phédole pallidula peut en avoir une trentaine voire plus. Ce n'est pas tout. Chez les atta, une espèce assez bien connue des régions tropicales mais non présente chez nous, la gyne emporte avec elle un morceau de champignon de l'ancienne colonie. Elle entrepose dans son jabot social puis le régurgite une fois sa chambre nuptiale construite. Une fois régurgitée, elle s'en occupe alors avant de pondre ses œufs. Il y a donc une large diversité de comportements sur la ponte des œufs, mais qui est une étape forcément indispensable à la fondation d'une colonie. Mais en y regardant de plus près, j'ai bien l'impression que les œufs passent par différents stades avant d'obtenir une fourmi. On peut donc remarquer que les œufs passent au stade larvaire après quelques semaines. Pendant ce stade, la reine doit nourrir la larve aussi bien par trophallaxie ou en mettant à proximité une source de nourriture, par exemple un morceau de proie. Les fourmis communes, telles que les Lasius niger, pratiquent la trophallaxie et emmagasinent dans leur jabot social de la nourriture pour la redistribuer en parts égales.
entre 0,06 nanolitres et 1,6 nanolitres, à chacune des larves et à intervalles de temps réguliers. On va dire que c'est environ 5 secondes par exemple chez les Solenopsis invicta, les fourmis de feu, les fameuses fourmis de feu. On peut remarquer qu'une larve peut signaler qu'elle a faim en agitant frénétiquement sa tête. On observe chez les fourmis possédant des castes que les larves sont nourries plus ou moins en fonction de leur future caste. Ainsi, pour la caste des reines, la larve est nourrie plus de fois et en plus grande quantité qu'une larve normale. Ce n'est donc pas la reine qui choisit quoi pondre comme on aurait pu le penser, mais ce sont bien les ouvrières. Et ce n'est pas fini, car après avoir suffisamment grandi, les larves rentrent dans le processus de la nymphose. La larve se transforme alors en nymphe. Pour cela, la larve s'entoure au préalable ou non d'un cocon lui permettant de se protéger des agressions extérieures. La nymphe a alors la forme d'une ouvrière recroquevillée sur elle-même. Au fil du temps, cette nymphe va sécher et changer de couleur jusqu'à ce qu'elle devienne mature. L'imago obtenu déplie alors ses pattes et part s'occuper du couvain de la reine. On peut remarquer chez certaines espèces que les nymphes ne sont pas entourées d'un cocon et s'en réfèrent aux ouvrières. Ou bien, chez les Zoecophila sp, certaines larves sont prélevées pour tisser les feuilles d'arbres entre elles et ainsi créer le futur nid. Malheureusement, ce processus est souvent fatal pour les larves utilisées. Le processus de transformation d'un œuf à l'imago est vraiment complexe et le couvain est le passe-temps principal des fourmis, ce qui en fait un insecte eusociable, c'est-à-dire qu'il est dans l'échelle de sociabilité au plus haut, car elle possède des individus stériles s'occupant de soins des jeunes et des individus dédiés à la ponte des œufs. Ce qui fait des fourmis un insecte ayant un instinct de société beaucoup plus développé que le nôtre. Voilà de quoi nous remettre en question. Mais ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'en partant du champ nuptial, elles réussissent à recréer tout autour une cité comme jamais nous ne pourrons en construire. Au bout de plusieurs années, on passe de quelques salles à plusieurs centaines voire milliers de salles contenant, cela dépend des espèces, des millions d'individus. Par exemple, chez nos Formica sp, des dômes de débris peuvent atteindre plusieurs mètres de hauteur et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En effet, sous ces dômes, il y a souvent une souche d'arbre où la gine est logée, bien à l'abri derrière cette barrière naturelle. Certaines salles appelées solariums servent à entreposer les cocons, favorisant ainsi leur développement grâce à une température plus élevée. Il y a tant à dire sur les impressionnantes constructions des fourmis. Allez, un dernier exemple avec les Crématogasters sp dans les forêts tropicales. Elles font leur fourmilière dans un genre d'arbre bien particulier, possédant des loges spéciales pour ses hôtes. Les fourmis assurent ainsi la sécurité de l'arbre et le protègent contre tout type d'insectes parasites. En échange, l'arbre sécrète des miellas, substances très riches dont ces fourmis raffolent. Encore un bon exemple de symbiose. Tout ça est bien joli, mais d'où vient la reine qui fonde la colonie? Car vous ne savez toujours pas la totalité de ce cycle. Bon allez, je me lance. On a tout d'abord vu que la gyne se fait féconder par un ou plusieurs mâles. Puis, cette même gyne s'enfonce dans le sol, creuse sa chambre nuptiale et se met à pondre des œufs. Ces œufs se transforment en larves, puis en nymphes, entourées ou non par un cocon. Ces ouvrières nouvellement nées s'occupent du couvain et agrandissent la fourmilière en creusant de nouvelles salles et donc fabriquent un dôme ou à l'inverse créent des salles dans un dôme au préalablement construit. Au bout de nombreuses années et lors d'une opulence de nourriture, la reine se met à pondre des mâles et les ouvrières élèvent des reines. Ainsi, durant cette soirée chaude d'été où l'on peut entendre au loin un orage gronder, qu'une gyne et un mâle fondent un nouveau monde d'utopie basé sur des lois vieilles d'une centaine de millions d'années. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode portant sur la fondation d'une fourmilière. En espérant que cela vous aura plu, n'hésitez pas à commenter en tout cas. Et n'oubliez surtout pas que tout est biologique.